Bonjour Émilie, ça va bien? Ça va et toi? Super. Voilà, donc bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par la Fédération Horeca. Webinaire proposé dans le cadre du projet Digital Commerce, donc programme conçu maintenant depuis un peu plus de 3 ans, et donc où l'idée est vraiment d'accompagner les établissements Horeca dans leur digitalisation. Établissement Horeca vraiment au sens très large, donc que vous soyez un hôtelier, un restaurateur, je voyais dans le chat friterie, McDo, etc., ou boîte de nuit, traiteur, enfin vraiment le secteur Horeca est très très large, donc ici voilà, c'est vraiment l'idée de vous montrer les clés pour avoir une digitalisation la plus complète et la plus pertinente selon vos activités. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur que ce soit notamment notre chaîne YouTube où on a déjà mis pas mal de webinaires des années précédentes pour voir un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais mettre les liens après de tout ce qui est réseaux sociaux juste après dans le chat. Mais donc voilà, ici les webinaires sont remis sur notre chaîne YouTube. Vous allez avoir aussi l'enregistrement d'aujourd'hui qui sera automatiquement envoyé après le webinaire. Et donc ici, la thématique d'aujourd'hui, c'est en un mot la cybersécurité. Cybersécurité qui est très souvent malheureusement négligée par les établissements Horeca et même d'ailleurs par les entreprises de tous les secteurs. Et c'est souvent, j'aime souvent le présenter comme ça, on se dit, ouais, la cybersécurité, ça sert à quoi? Ça me rapporte pas d'argent, enfin, personne ne comprend l'utilité. Et puis il y a un jour où il y a une entreprise qui se fait cyberattaqué, où il y a des demandes de rançon, par exemple, ou des données qui sont piratées, etc. Et là, on se dit, ah oui, ok, ça sert à ça la cybersécurité. Si j'avais plus sécurisé mes données, ben, j'aurais pas eu ce problème-là. Donc voilà, ici, c'est principalement sur ça que Émilie va vous présenter aujourd'hui. Je mets rapidement les liens de nos différents réseaux dans le chat et après cela, je laisse la parole à Émilie. Tac, tac, tac. Voilà, donc vous avez que ce soit notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre page LinkedIn, notre site internet et Oui, ok. Voilà, je crois que j'ai tout mis. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait jusqu'à présent et d'aller voir le programme futur sur notre site internet. Vous retrouverez notamment tous les webinaires qu'on propose dans le cadre du projet numérique jusqu'à la fin du semestre. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, vous aurez la suite du programme. Et vous avez aussi les différents autres activités qu'on propose et ce qu'on propose au sein de la Fédération Horeca Wallonie. Voilà. Émilie, c'est à toi. Voilà, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien déjà premièrement? Moi, je t'entends. Super, donc j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. Bonsoir tout le monde, donc moi je me présente, donc Émilie, juriste à la Fédération Horeca Wallonie, juriste avec aussi un côté donc numérique, donc justement ce soir on va parler de cybersécurité qui est un sujet qui me parle beaucoup, donc je suis ravie de vous présenter un webinaire sur cette thématique. Donc l'idée, c'est que durant le webinaire, on va aborder vraiment 2 points essentiels. Donc il y aura vraiment les bonnes pratiques quand on navigue sur Internet, là on passera peut-être plutôt rapidement. Et puis on va s'attarder vraiment sur la protection des données, que ce soit les vôtres ou celles de vos clients en tant qu'établissement Horeca, en parallèle d'exemples concrets de situations qui sont vraiment arrivées. Et à la fin, on fera une petite checklist détaillée de toutes les pratiques et de toutes les choses auxquelles il faut penser pour vraiment sécuriser ces activités en ligne. Alors on fera peut-être à mon avis un temps questions-réponses à la fin, mais peut-être au fur et à mesure du check si quelque chose n'est pas juste ou quoi, ou n'est pas clair, ou j'ai passé trop rapidement, peut-être l'indiquer. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Voilà. Donc on va commencer d'abord, donc oui, l'introduction, évidemment je vais en parler, donc ce sont les points qu'on va voir, donc vraiment objectif, qu'est-ce que la cybersécurité, les habitudes, donc les exemples.
Donc premièrement, les objectifs du webinaire. Donc bah, évidemment, comme on est dans un monde de plus en plus connecté où la digitalisation est présente, donc les entreprises ou les entrepreneurs tout seuls font face de plus en plus à des cybermenaces. Donc l'idée, c'est de comprendre les risques auxquels vous êtes exposés, adopter des mesures proactives pour protéger vos données, vos réseaux, vos clients. Donc vraiment, vous fournir les connaissances nécessaires pour vous protéger, réagir, mais au-delà de réagir, être proactif face aux cybermenaces. Parce qu'évidemment, ce webinaire est essentiel parce que c'est une menace croissante. Il y a de plus en plus de cyberattaques, elles sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus d'entreprises sont touchées. Alors aussi, donc la sécurité informatique, ce n'est pas une seule fois, c'est tous les jours, c'est un effort continu, il faut sans cesse se protéger, sans cesse se mettre à la page avec les nouvelles attaques. Et évidemment, protéger ses données, protéger surtout les données de ses clients, c'est très important en tant qu'entreprise pour la confiance qu'on a avec eux. Alors brièvement, donc qu'est-ce que la cybersécurité? Alors donc tout simplement, cybersécurité, c'est l'ensemble donc des activités qui visent à protéger les données et l'ensemble des systèmes d'information des menaces issues donc de ce qu'on dit le cyberespace, donc que ce soit Internet, monde numérique, qui sont susceptibles donc de compromettre votre intégrité, votre confidentialité de manière globale. Donc ça englobe les technologies pratiques, ça aussi en fait c'est destiné à prévenir, à détecter et à répondre aux menaces. Donc c'est vraiment, on va dire, une pratique assez large. Donc oui, au niveau des enjeux, donc c'est vraiment préserver, protéger les données sensibles. Il y a aussi les infrastructures critiques. Donc évidemment tout ce qui est santé, banque sont souvent touchés. Prévention des attaques, donc à l'avance, on veut essayer de se prémunir des cyberattaques et la confiance numérique. Donc comme on dit, si on subit une attaque, que les données clients s'en vont au niveau de la presse, donc c'est pas vraiment bon. Alors donc on va tout de suite commencer donc au niveau des habitudes à adopter lorsqu'on navigue sur Internet. Première chose, premier point tout simple, c'est simplement donc le Wi-Fi, qui est un outil incontournable, mais qui peut constituer un point d'entrée pour les cyberattaques. Donc il vaut toujours mieux privilégier un réseau protégé sur lequel, quand on veut se connecter, il y a un mot de passe, et non des Wi-Fi publics sur lesquels on peut se connecter n'importe où. Et alors l'idéal, c'est quand on a un établissement de prévoir 2 réseaux distincts, un privé pour soi-même et un pour les invités. Et donc, de cette manière, on évite les risques de piratage si un client a une mauvaise utilisation d'Internet. Et alors aussi, si on travaille en dehors de son établissement et qu'on doit gérer des données sensibles, on préfère les données mobiles, donc la 4G. Alors, au niveau du Wi-Fi, on y reviendra un peu plus tard de manière plus complète, mais ça, de manière générale, c'est vraiment un point d'attention lorsqu'on navigue. Le Wi-Fi, c'est vraiment un premier point d'entrée pour les attaques. Alors ensuite, donc on a vraiment les mots de passe. Donc ça, on en entend souvent parler, mais il faut taper dessus. Donc lors d'un usage quotidien, on est amené à s'inscrire sur différents sites, se connecter. Donc pour cela, on a besoin d'un mot de passe pour s'identifier. Et donc il faut avoir un mot de passe suffisamment sécurisé, avec une combinaison suffisante pour qu'un hacker ait du mal à le retrouver. Parce que du coup, souvent, un hacker, qu'est-ce qu'il fait? Il va reprendre les informations qu'il a déjà sur vous, il va les mettre dans une machine qui va faire des combinaisons, et alors plus le mot de passe est simple, plus rapidement la machine va réussir à trouver votre mot de passe. Et donc un mot de passe, plus il est robuste, plus il va ralentir la possibilité que le hacker puisse rentrer dans le système. Donc il doit vraiment avoir une longueur suffisante, avec des combinaisons variées, et essayer d'intégrer des caractères spéciaux. Ça, c'est vraiment l'idéal pour que les machines aient du mal de les repérer. Et alors vraiment éviter les pièges, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre son nom, son prénom, des surnoms, des informations qui sont publiques, date de naissance, plus prénom, plus surnom. Ça, évidemment, c'est ce qui sera le plus souvent détecté. Alors on va voir des techniques pour optimiser un mot de passe plus loin aussi. Alors ensuite, de nouveau, donc quand on navigue, souvent on a affaire à des fenêtres pop-up qui peuvent s'ouvrir un peu n'importe où en fonction du site internet sur lequel on est. Donc il faut être vigilant. Donc elles s'ouvrent de manière inattendue et elles peuvent contenir des liens malveillants. Donc si on clique trop vite dessus, parfois on peut se tromper, penser que c'est une vraie fenêtre qui s'ouvre, et alors là évidemment dès qu'on clique, on est amené ailleurs, et donc des virus sont possibles si on n'a pas d'antivirus aussi.
Donc jamais cliquer dessus, ne jamais cliquer trop vite, toujours les fermer. Alors si on n'arrive pas à les fermer, donc on ferme via le le gestionnaire de tâches, donc CTRL ALT DELETE. Alors c'est vrai que donc certaines de ces fenêtres, elles ressemblent parfois à une alerte de sécurité, donc Windows. Ce qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est que parfois ça va être un Windows, une version un peu ancienne. Donc là tout de suite on peut se dire ah ben voilà, cette fenêtre-là, elle est pas fiable. Donc ça toujours bien faire attention, et quand on n'est pas sûr, de toute façon on les ferme et on n'y touche pas. Alors toujours dans l'utilisation quotidienne d'Internet, une chose, ça va être de vérifier la fiabilité du site Internet sur lequel on est. Tout simplement, une chose toute simple à faire, c'est de vérifier l'URL. Donc s'il contient en plus du HTTP le S, ça veut dire qu'il est sécurisé. Donc ça veut dire qu'il y a un chiffrement qui est en place, et quand vous êtes sur ce site-là, les informations que vous allez lui transmettre ne pourront pas être partagées, ne pourront pas être prises. Donc notamment, si c'est sur un site sur lequel vous allez faire des paiements, ça doit être mis. Et de toute façon, à l'heure actuelle, en toute logique, c'est une obligation pour n'importe quel site internet, l'hébergement doit l'avoir fourni, mais c'est quelque chose aussi à vérifier quand vous n'êtes pas sûr du site internet. Deuxième chose, il y a un petit cadenas aussi en haut de l'URL. Donc vous pouvez simplement aller dessus, cliquer dessus, et on vous dira donc si la connexion est sécurisée, donc ce qui peut être rassurant aussi. Alors donc on peut utiliser aussi un outil comme WOT, donc c'est Web of Trust, donc c'est un site internet qui va vous dire si le site internet dont vous posez une question est fiable ou non, et vous pouvez même ajouter cette extension-là à votre système d'exploitation, donc que ce soit Google Chrome, Internet Explorer, Firefox. Alors aussi, pour voir si un site est frauduleux, évidemment, si le site demande tout de suite de télécharger un logiciel, d'enregistrer quelque chose, d'exécuter un programme que vous n'avez pas demandé de faire, si dès que vous ouvrez le site, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre, et si le site internet a une présentation un peu vieillotte, mal conçue. Alors enfin, le dernier point donc, qui conseille la navigation en tant que telle, c'est surtout les ouvertures d'emails. Donc la majorité des attaques ciblées, elles commencent par des courriels ou des emails, enfin, pour pas dire les deux. Donc c'est souvent par email, on reçoit beaucoup d'emails d'arnaque maintenant, donc que ce soit pour la poste, la banque, ce genre de choses. Donc on vous envoie un message contenant soit une pièce jointe, soit un lien, soit une information, et le but c'est d'infecter votre appareil ou de voler des informations. Donc la première chose, ça va être d'être vigilant avec les pièces jointes ou les liens qu'on vous envoie. Donc ne jamais ouvrir une pièce jointe si on n'en connaît pas l'origine, vu qu'évidemment vous pouvez télécharger sur le PC sans le vouloir des virus. Et donc de manière générale, ce que vous pouvez faire, c'est que ce soit sur Gmail, Outlook ou même d'autres boîtes, vous avez la fonction aperçu qui vous permet d'ouvrir le fichier sans le télécharger directement, que ce soit un Word, un PDF, des diapositives, et comme ça vous allez pouvoir prévisualiser le fichier à l'avance. Et alors au niveau donc des liens qu'on pourrait vous envoyer, si vous avez un doute, vous pouvez simplement mettre la souris sur le lien, et là vous aurez vraiment le véritable lien. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut faire parfois, c'est qu'un lien, évidemment dès qu'on tape un mot, on peut mettre un lien, on peut inventer un autre lien qui renvoie à un lien pour avoir l'impression que vous allez vers un site fiable. Donc ça, tout simplement, en passant la souris dessus, ça peut se vérifier. Alors, deuxième chose au niveau donc des emails, c'est de vérifier l'adresse de l'expéditeur. Donc, même si le nom de la personne vous est connu, vous pouvez cliquer sur le nom pour vérifier que l'adresse email correspond bien. Donc ici, on a l'exemple. Donc, on avait quelque chose qui venait de BNP Paribas Fortis. Et quand on clique sur l'expéditeur, évidemment, l'adresse mail n'était pas du tout similaire à celle de BNP. Et puis, de toute façon, une banque vous contactera très rarement par mail. Ici, on avait un autre exemple. Donc ça, c'est un exemple cas concret que moi-même j'ai connu. Donc c'était un cabinet d'avocats qui envoie une lettre recommandée disant qu'il y a une infraction qu'il faut payer. Et puis de nouveau, quand on clique sur l'expéditeur, on voit que l'adresse mail est complètement, n'a rien à voir et ne reflète pas du tout, l'adresse mail du cabinet si on va voir leur site internet. Donc il faut aussi se méfier des adresses mail légèrement modifiées. Maintenant, donc certaines personnes sont assez malines et vont modifier juste une lettre ou mettre un 0 à la place d'un O. Donc ici, j'ai pris l'exemple pour nous. Donc l'adresse info de la Fédération Raca-Wallonie, c'est vrai que si on met un L minuscule, si on prête pas attention, ça ressemble vite à l'adresse mail générique. Alors donc ensuite, il
Il faut être attentif au contenu du message en tant que tel. Donc à partir du moment où il y a des fautes d'orthographe, un ton alarmant, des demandes urgents, transfert d'argent, donc mettre à jour tout de suite vos informations personnelles ou confidentielles, vous connecter, téléphoner. Souvent, c'est vraiment un signe que c'est une arnaque. Alors en cas de doute, mais ne répondez pas, supprimez. Et alors, il faut aussi savoir que la majorité des arnaques ou des emails frauduleux envoyés sont recensés par le site internet SafeOnWeb. Donc vraiment, quasiment tous les jours, ils actualisent les arnaques les plus récentes et les plus courantes. Donc en cas de doute, vous pouvez aller voir sur le site et vérifier si c'est une arnaque ou pas. Donc on va maintenant voir 3 exemples, donc des situations vraiment réelles dans lesquelles des chefs d'entreprise ont été victimes d'une attaque. Et l'idée, c'est après de voir comment simplement ils auraient pu éviter ces attaques avec des choses à mettre en place plutôt simples. Alors donc premièrement, il y a donc Hélène qui a été victime d'une intrusion dans son réseau. Donc Hélène, fondatrice et directrice d'une agence événementielle, donc une entreprise avec 8 personnes, pas une grande équipe. Donc ce jour-là, donc une de ses employées, Pauline, travaille sur la préparation d'un événement et elle reçoit un email qui contient une pièce jointe intitulée Détails de l'événement. Elle ouvre la pièce jointe sans se méfier, vu qu'ils sont en pleine préparation, et quelques minutes plus tard, en fait, tout disparaît, leurs commandes, les factures, leurs propositions commerciales, leur appel d'offres en cours, donc tout leur travail a disparu. Et alors le souci, donc évidemment, c'est que les clients vont se détourner, il n'y a plus rien, eux ne savent plus rien gérer, ils ont tout perdu. Ils ne savent plus rien retrouver, plus aucune sauvegarde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, dans ce cas-ci, donc Pauline n'avait pas pu identifier que c'était un email malveillant et que la pièce jointe, en fait, a généré un virus qui s'est installé dans tout le serveur et dans tout le système dans l'entreprise. Alors le deuxième exemple, donc ici c'est Sam, victime d'un piratage de messagerie. Donc ici c'est le propriétaire d'une entreprise d'une dizaine de personnes qui réalisent des chantiers. Donc ici, en pleine période de chantier, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bureau, ils ne sont pas beaucoup. Donc, il y a une boîte mail sur laquelle tous les ouvriers ou tous les employés peuvent se connecter. Donc, quand un client envoie une demande, ils répondent tous, ils se connectent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, donc l'un des salariés se connecte et on va lui demander une connexion pour valider les identifiants de l'entreprise. Et ce qui se passe, c'est que 15 jours plus tard, donc le propriétaire, Sam, il est contacté par une personne qui s'étonne d'être lancée pour une facture qui normalement devait avoir été payée. Et en fait, en confrontant les factures, il se rend compte que le numéro bancaire n'est plus le bon. Et donc, en fait, que les numéros bancaires ont été changés. Donc, à son insu, certaines factures ont été détournées. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pensé avoir payé des factures et ils ont envoyé l'argent sur un autre numéro de compte. Donc évidemment, la fraude compromet évidemment beaucoup la trésorerie de l'entreprise. Ils perdent beaucoup d'argent à avoir payé des fausses factures. Alors le troisième donc et dernier exemple, donc c'est Julie, victime d'un vol de données. Donc Julie, dirigeante d'un cabinet de conseil. Donc elle accompagne les entreprises, ce genre de choses. Et ce qui se passe, c'est qu'un matin, donc Julie prend connaissance d'un message alarmant reçu par mail. Elle reçoit donc que si elle ne paye pas la somme de 10 000 € tout de suite, on la menace de rendre publiques les informations qu'elle possède sur ses clients, que ce soit leur adresse, leur numéro de compte bancaire, leurs habitudes commerciales, enfin plein de choses qu'ils ont besoin d'avoir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le cybercriminel va même lui montrer des preuves de ce qu'il détient. Et donc, elle est tellement consciente que si c'est divulgué, eh bien, elle va perdre ses clients, qu'elle paye la rançon. Mais le problème, c'est que malgré le fait qu'elle ait payé la rançon, l'escroc va quand même publier les informations volées et donc exposer donc toutes les informations des clients. Donc les clients vont se détourner d'elle et en plus, il y a une action en justice contre sa société. Alors voilà pour les exemples. Donc vraiment, toutes ces attaques, elles auraient pu être évitées si différents mécanismes de sécurité avaient été mis en place dès le départ. Donc ici, on va vraiment passer en revue en fait une manière de protéger toutes les données, que ce soit les vôtres ou celles de vos clients. Donc vraiment, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc sur le marché noir, on le sait, donc les données personnelles, elles se vendent à prix d'or. Donc évidemment, les attaques, elles sont fréquentes. Il faut pas se dire que le risque zéro n'existe pas. Maintenant, c'est vraiment des cyberattaques, c'est vraiment partout dès le moment où vous exercez une activité, en fait. Donc on va passer en revue une série de choses, donc vraiment à mettre en place pour éviter les attaques.
Donc on va reparler donc des mots de passe. Donc c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure pour la bonne utilisation de sa navigation sur Internet, donc l'importance des mots de passe. Donc je repasse rapidement donc sur ce slide-ci vu qu'on en a déjà parlé. Donc avoir un mot de passe qui a une longueur suffisante avec des caractères spéciaux, éviter donc les mots courants ou les mots qui vous concernent. Alors pour optimiser en fait son mot de passe, ce qu'on peut faire c'est une phrase de passe, donc combiner plusieurs mots séparés par des symboles et qu'on va on va retenir facilement. Donc ici j'ai pris l'exemple en fait tout simplement Mars tourne en transformant certains mots. Ou alors, la deuxième possibilité, ça va être d'utiliser un générateur donc de mots de passe qui va lui-même créer des combinaisons aléatoires et uniques. Donc vraiment, l'avantage de ce genre de mot de passe, c'est que ce sera plus difficile pour un hacker de retrouver au plus vraiment, donc la longueur est suffisante, les caractères spéciaux sont là et on change entre minuscules et majuscules. Alors donc vraiment, l'idée c'est, comme bonne pratique, un mot de passe, ça se renouvelle, surtout si un incident de sécurité a eu lieu. Deuxième chose aussi, surtout, on ne réutilise pas un mot de passe sur plusieurs services. Pourquoi? Parce que si un hacker il découvre un mot de passe, si les autres mots de passe vers d'autres accès sont différents, il sera plus facile pour vous de reprendre la main sur l'intrusion. Imaginons, on attaque, je ne sais pas, enfin votre Facebook, le mot de passe Facebook en fait est valable pour tout, que ce soit pour votre adresse mail, les autres réseaux sociaux ou d'autres connexions éventuelles. Mais le hacker en fait il va pouvoir tester le mot de passe partout et finalement il va pouvoir s'introduire partout dans toutes vos gestions. Donc en plus surtout le mot de passe de l'adresse mail c'est vraiment celui qui doit vraiment être différent de tous les autres au maximum. Et alors, mais quand même, en cas de piratage, l'idéal, c'est quand même de changer de mot de passe même partout, histoire de s'assurer que le hacker ne puisse pas aller voir ailleurs ou n'ait pas réussi d'une manière ou d'une autre à passer vers un autre compte. Voilà. Alors oui, donc la petite astuce, donc utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc de plus en plus maintenant, il y a des gestionnaires de mots de passe gratuits qui sont disponibles. Donc ce qui est bien avec un gestionnaire de mots de passe, c'est qu'il va pouvoir générer pour vous donc des mots de passe qui sont aléatoires, robustes pour chaque compte. Il va les stocker, donc il n'y a plus besoin de les retenir. À la limite, il faut simplement retenir le mot de passe pour s'introduire dans le gestionnaire de mots de passe uniquement. Et alors, il va automatiser la saisie, donc c'est-à-dire que, comme je le dis, donc il les stocke et en plus, il faut pas les retenir. Et alors, donc il y a des exemples. Donc par exemple, on a Bitwarden, donc qui est gratuit. C'est une extension qui peut se mettre partout, donc c'est vraiment au niveau de ceux qui est gratuit, c'est celui qu'on entend le plus souvent, qui est le mieux noté. Alors sur Apple, ils ont aussi leur propre système, de même que sur Samsung, et la plupart des autres téléphones ont maintenant, si ce sont des versions ou des systèmes d'exploitation sur les téléphones assez récents, ils ont leur propre gestionnaire de mots de passe qui est intégré. Donc voilà, donc ces applications-là, elles sont vraiment accessibles partout, et vous pouvez aussi à chaque fois vous connecter sur l'application via Internet. Vous l'avez pas uniquement en fait sur le téléphone. Donc vous pouvez vraiment les mettre comme extension partout. Alors donc c'est vrai que les bons mots de passe c'est déjà une bonne protection contre les attaques, mais c'est encore possible en fait de faire mieux. Et donc faire mieux comment? En fait c'est activer l'authentification à 2 facteurs. Parce qu'en fait, quelle que soit la qualité de votre mot de passe, c'est de plus en plus fréquent que les pirates contournent quand même les mots de passe avec les machines, qui sont de plus en plus intelligentes pour calculer et les trouver. Donc vraiment, c'est une autre couche de protection qui est nécessaire pour vous protéger. Donc c'est vraiment cette deuxième couche que vient faire donc l'authentification à 2 facteurs. Donc qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle fait une seconde étape. Donc vous avez vraiment la première couche, première étape, c'est votre mot de passe. Puis vous avez un code qui est généré par la double authentification, qui est une couche supplémentaire qui va venir se mettre. Donc c'est vraiment un deuxième élément. Donc imaginons si un pirate informatique donc vole votre mot de passe, ou y accède, ou il y a une fuite de données importante, ou quoi au caisse, dans n'importe quelle situation. Si il y a un système de double authentification qui a été mis en place, il va être bloqué. Et en plus, vous généralement, vous avez, ça va servir de système d'alarme parce que vous allez recevoir une tentative de connexion ou justement un code par SMS disant que le code pour vous connecter sur tel compte est le suivant. Donc ça peut peut-être vous mettre à ce moment-là la puce à l'oreille aussi que quelqu'un essaye de se connecter. Donc on le voit de plus souvent maintenant dès que vous vous connectez avec un autre appareil. Par exemple, Facebook va vous envoyer une notification pour vous demander si c'est bien vous.
Alors donc comme deuxième facteur, donc on peut avoir un SMS, je viens de le dire, donc c'est un code qu'on vous envoie, ou il y a aussi la possibilité d'applications d'authentification, donc il y a Google Authentificator, Microsoft Authentificator, It's Me, etc. Il y a de plus en plus. Ou alors une clé physique, c'est encore possible. Donc exemple c'est YubiKey. Sauf que ce genre de clé physique, c'est plutôt pour les personnes vraiment qui s'y connaissent bien en informatique. Donc un code SMS ou une application, c'est vraiment l'idéal pour une gestion, une utilisation tous les jours de base. Alors donc pourquoi c'est important? Mais donc évidemment j'en ai déjà parlé, mais donc si le mot de passe est compromis avec le deuxième facteur, on ne pourra pas accéder à votre compte, à vos données. Les codes, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont temporaires, donc ils ont généralement une courte validité. Donc ceux qu'on vous envoie soit par SMS, soit via l'application d'authentification. Et alors, ça réduit donc évidemment les risques. Je tape sur le clou, mais c'est vraiment idéal d'activer ça. Et donc justement, comment activer cette double authentification? Donc on identifie les comptes qu'on aime prioritaires, donc surtout ceux sur lesquels on aimerait bien avoir cette deuxième couche de protection, donc principalement email, aussi bancaire, on peut mettre les réseaux sociaux ou les accès professionnels, donc les adresses mail, ce genre de choses. Vous allez donc choisir la méthode, que ce soit donc SMS, l'application ou la clé éventuellement. Et donc c'est très simple, donc vous allez soit sur l'application pour lui demander de se connecter, ou vous pouvez directement configurer, donc vous allez dans les paramètres de vos mails ou dans les paramètres de votre réseau social et vous demandez à activer la double authentification, et à ce moment-là on va vous demander donc de choisir la méthode souhaitée, et donc vous allez indiquer ce que vous préférez. Et donc c'est vraiment tout simple à mettre en place. Ces applications, elles sont vraiment toutes simples à utiliser, elles sont très intuitives, donc voilà. Alors la troisième chose principale et importante à faire, donc c'est vraiment avoir un antivirus installé sur vos ordinateurs. Donc vraiment l'idéal c'est vraiment d'en avoir un payant. Donc pourquoi donc un antivirus? Donc il va protéger contre tous les virus, les logiciels malveillants, tous les types en fait de logiciels malveillants qui existent, que ce soit un cheval de Troie, un ransomware, enfin tout ce genre de choses. Il va, même si vous ne le voyez pas en fait en arrière du PC, il va toujours vérifier ce que vous faites. C'est pourquoi, si vous en avez déjà un, c'est pour ça que parfois quand vous allez sur certains sites, c'est bloqué tout de suite. Et alors c'est vrai que, mais évidemment, pour reprendre nos exemples, donc on avait tout à l'heure donc Hélène, on lui a volé ses données. Si évidemment elle avait eu un antivirus, ça aurait pu éviter que ça se propage partout. Alors donc, mais comment choisir? Donc c'est vrai qu'il y a des antivirus qui sont gratuits. Alors là, ça convient vraiment aux personnes qui font une utilisation de base, qui ne font pas grand-chose avec un ordinateur, qui n'ont pas spécialement de gestion de données ou une utilisation professionnelle. Tandis qu'un payant, comme il offre plus de protection, c'est recommandé pour les personnes, les entreprises qui doivent évidemment au quotidien gérer des données, relever des mails, envoyer des mails, aller sur Internet, pour vraiment avoir une analyse, une protection beaucoup plus approfondie. Donc ici en bas de l'écran, donc j'ai mis quelques exemples donc d'antivirus. Il y a et des payants et des gratuits, sachant que les payants ont tous en fait leur version gratuite ou leur version gratuite à l'essai. Ou alors quand on achète un PC aussi, parfois il y a une version d'1 ou 2 mois qui sont disponibles dessus. Et ça c'est vraiment donc les antivirus les plus classiques. Alors en plus donc de l'antivirus, il y a le pare-feu. Donc ça c'est l'idée, c'est que en plus de l'antivirus, ils viennent directement bloquer tout ce qui est connexion non autorisée, logiciel qui voudrait s'installer sans que vous le souhaitez, et donc vraiment protéger complètement le PC. Alors donc il existe donc plusieurs types de pare-feu, donc soit ceux qu'on intègre directement sur l'ordinateur. Donc souvent c'est une extension de l'antivirus, c'est proposé ensemble. Alors donc les dits matériels, donc ça on les intègre directement. Donc là c'est plus pour les professionnels où le réseau entier de l'entreprise en fait possède son propre pare-feu. Et donc de nouveau dans les exemples, c'était Julie. Donc si elle avait eu un pare-feu, la fuite de ses données aurait pu être évitée vu que les hackers auraient été bloqués directement, ils n'auraient pas su aller plus loin. Alors au niveau donc des bonnes pratiques, donc c'est vrai donc installer et mise à jour. Donc une fois qu'on l'a installé, l'antivirus, il faut régulièrement le mettre à jour. Alors soit
la mise à jour est automatique, soit c'est vous qui devez l'indiquer, mais ce que vous pouvez faire, c'est aussi configurer et faire en sorte que la mise à jour se fasse de manière automatique pour ne pas sans cesse devoir retourner dessus. Vous pouvez aussi vérifier qu'elles sont faites vous-même de temps en temps, même si elles sont automatiques. Et de toute façon, un scan régulier, c'est bien aussi. Donc souvent, on vous propose, voulez-vous analyser votre PC, ou même parfois vous mettez une clé USB, voulez-vous utiliser ce port USB ou ce genre de choses. C'est bien aussi de le faire. On ne sait jamais que vous avez une clé USB, vous ne savez pas à qui elle appartient, vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez toujours faire un scan avant. Et c'est vrai que maintenant, donc la plupart des antivirus proposent d'inclure tous vos appareils, donc y compris donc vos smartphones dans la protection. Donc c'est simplement ça, une application qu'il faudra installer sur le smartphone. Et donc c'est vrai que un antivirus et un pare-feu bien configurés, bien installés avec leur mise à jour, sont aussi donc une première ligne de défense contre les cyberattaques. Et en fait, bon évidemment en les combinant avec d'autres mesures, donc comme la mise à jour régulière de logiciels et les mots de passe, ce genre de choses, c'est vraiment 3 choses principales qu'il faut absolument mettre en place pour se prémunir des attaques. Donc vraiment le mot de passe, l'authentification double facteur et les antivirus. Alors on va reprendre donc au niveau de l'utilisation du Wi-Fi, donc on en a également parlé tout à l'heure. Donc outil incontournable, donc obligé de passer par là. Donc vraiment l'idéal dans l'établissement, c'est d'avoir 2 réseaux distincts. Donc vraiment pour l'usage professionnel et pour ceux des clients. Si on est à l'extérieur, travailler en données mobiles, et si on n'a pas le choix, ne surtout pas faire de paiement bancaire sur un Wi-Fi public, ou un Wi-Fi en tout cas public où un mot de passe n'est pas nécessaire. Alors sur le Wi-Fi en tant que tel, mais plutôt donc sur le routeur du Wi-Fi, on peut faire certaines choses pour protéger son Wi-Fi. Donc le routeur, donc c'est vrai qu'on reçoit maintenant le modem et le routeur intégré, donc on appelle ça donc la box Wi-Fi en fait. Et directement, donc quand le technicien vient l'installer, vous recevez le petit mot de passe. Et en fait, une des choses que vous pouvez faire, c'est directement changer le mot de passe par défaut quand ils sont faciles initial à deviner. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai qu'on vous fournit des mots de passe de plus en plus compliqués, mais avant, dans certains cas, c'était simplement une suite de chiffres toute simple. Donc simplement changer en fait le mot de passe, c'est déjà une première chose, vu que beaucoup d'attaques peuvent avoir lieu via le Wi-Fi. Alors les instructions pour changer le mot de passe, ça varie un petit peu en fonction du fournisseur. Donc ici j'ai mis les exemples donc de ce que ce soit chez vous, chez Proximus ou chez Orange. Ils ont chacun en fait leur manière de faire quand vous vous connectez sur votre espace personnel. Et ils vous expliquent de toute façon en général simplement dans les FAQ comment faire. Ou alors parfois c'est proposé directement à l'installation, c'est un petit peu aussi variable. Alors ensuite, donc, comme je disais, donc créer un réseau invité pour que les visiteurs, les clients, fournisseurs ou tout autre appareil puissent se connecter et alors aussi changer régulièrement le mot de passe de ce réseau si un mot de passe s'intégrer, parce que c'est vrai qu'un Wi-Fi donc public, on n'est pas spécialement obligé de mettre un mot de passe. Et alors donc ça permet vraiment de séparer l'usage privé en fait et professionnel. Et alors comment faire si vous ne le propose pas directement à l'installation? Il faudra demander à votre fournisseur en fait d'internet de vous en créer un. Souvent pour les entreprises, donc c'est quand même proposé d'office, mais au cas où c'est quelque chose qui peut être demandé par la suite. Alors là, je vais passer rapidement. Donc c'est simplement en fait maintenant, on peut vérifier que son Wi-Fi a un protocole de cryptage qui s'appelle donc WPA2 ou WPA3. Et donc on peut vérifier que votre Wi-Fi là actuellement, mais en fait en règle générale à l'heure actuelle, tous les Wi-Fi sont censés l'avoir. Donc si votre installation date ou si la box date, ça peut être quelque chose d'intéressant à vérifier pour être sûr que vous avez un Wi-Fi le plus sécure possible, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Donc soit vous vérifiez dans les paramètres de l'ordinateur via le Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté actuellement, soit dans l'espace fournisseur, votre espace personnel, vous savez aller vérifier que c'est bien ce mode-là qui existe, tout simplement peut-être le demander directement au fournisseur. Mais en toute logique, c'est quelque chose qui doit être fait maintenant chez tout le monde. Alors il y a aussi donc désactiver donc les fonctionnalités à risque. Donc c'est vrai que maintenant on a sur les box le petit bouton où quand on clique dessus, n'importe qui peut se connecter au Wi-Fi sans mot de passe
Donc là, l'idéal, c'est de le désactiver pour éviter les connexions ou les intrusions qu'on ne voudrait pas, surtout quand c'est le Wi-Fi qu'on utilise de manière professionnelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut prêter attention. Je passe aussi donc rapidement parce que c'est plutôt simple. Alors donc aussi ce que vous pouvez faire et qui est vraiment bien au niveau du Wi-Fi, donc c'est renommer le nom du Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le nom est par défaut, souvent vous avez soit le nom de la box ou du fournisseur. Et en fait, cette information-là va donner des informations aux hackers sur la marque ou le modèle du routeur. Et donc, ça va être plus facile pour eux de pirater votre réseau Wi-Fi, en fait. Donc, souvent, comme on a un nom par défaut, ce que vous pouvez simplement faire, c'est de nouveau aller donc dans les paramètres de votre compte utilisateur chez votre fournisseur et changer donc le nom du modem. Donc ici, je crois que j'ai l'exemple pour vous et pour Proximus. Et donc en fait, c'est simplement donc d'un côté configurer le modem ou là, je pense que c'est simplement aller dans les paramètres, voilà, dans votre partage Wi-Fi. Et donc une idée, c'est de le renommer d'une manière tout autre qui ne peut pas donner des indications sur vous et surtout donc sur le type d'appareil dont il s'agit. Alors ensuite maintenant, un quatrième point important, cinquième point je ne sais plus, donc c'est les sauvegardes et les backups. Donc en cas de piratage ou d'incident informatique ou quoi, c'est super important d'avoir une sauvegarde ailleurs pour protéger les données. Donc vraiment, s'il y a une attaque et que vous n'avez plus accès aux données ou qu'elles sont paralysées un certain temps, c'est vraiment bien d'avoir ailleurs une autre sauvegarde et alors déconnecter. Donc quelque chose qui ne soit pas spécialement sur un cloud ou sur un drive, donc sur un disque dur, ou alors de combiner les deux, d'avoir les deux au cas où. Donc vraiment de combiner, d'avoir une réserve sur un cloud, mais un cloud totalement distinct de celui habituel, et d'avoir aussi un disque dur sur le côté si c'est possible. Et donc là, vraiment effectuer régulièrement des sauvegardes, soit de matière automatique, soit de se dire une fois par semaine, sauvegarde des données ou des informations que l'on doit absolument avoir, que ce soit donc des factures avec les clients, des factures avec les fournisseurs, des données sur les clients, vraiment le genre de choses dont on a besoin de récupérer rapidement en cas de souci. Et donc vraiment l'idée, donc comme je disais, donc diversifier les sauvegardes, donc multiplier les copies, donc que ce soit et sur le cloud et sur un disque dur. Et alors, si c'est possible, les chiffrer pour les rendre inaccessibles, c'est-à-dire que ce soit sur le cloud ou sur un disque dur, il est possible donc de chiffrer les données simplement en le demandant. Attends, c'est quasiment facile en allant dans les paramètres. Et surtout, comme je le disais, donc avoir vraiment une copie hors site. Comme ça, vous avez vraiment une sécurité. Si vous n'avez plus accès aux fichiers sur l'ordinateur parce que il a subi une attaque ou parce qu'il a subi un problème ou qu'il est inutilisable ou toute une série de choses qui pourraient arriver. Et donc, on va vraiment donc se préparer à une récupération rapide avec justement une copie hors ligne et tester régulièrement les sauvegardes parce que, évidemment, si on ne va jamais voir que la sauvegarde fonctionne, en cas de problème, on peut se retrouver avec une sauvegarde qui n'a pas fonctionné, qui n'est pas complète, qui n'est pas optimale. Donc, au-delà de sauvegarder, de faire en sorte que ce soit automatique, allez vérifier que ce soit bien le cas et que si vous essayez d'ouvrir les fichiers, les fichiers s'ouvrent et s'ouvrent correctement. Et alors aussi, c'est vrai qu'il y a un risque maintenant avec les sauvegardes qui sont connectées dans le cloud. Donc, en toute logique, maintenant, le cloud, c'est bien sécurisé. Il y a encore quelques temps, on se plaignait sur le fait que s'il y avait une attaque, c'était sensible. En tout cas, on sait que Google maintenant est vraiment au top par rapport à ça. Eux, au niveau protection des données, pour le moment, c'est vraiment le mieux. Quoi qu'en soit, les autres au niveau du cloud doivent être aussi bien. Mais c'est vrai que s'il y a une synchronisation automatique qui se fait, s'il y a une attaque, il y a quand même un risque, si c'est pas bien chiffré, si quelque chose a mal été fait, que tout ce qui est dans le cloud soit également infecté. Donc ça peut vraiment multiplier les sauvegardes et multiplier les types de sauvegardes, que ce soit sur un disque dur, c'est vraiment l'idéal. Alors ensuite, on a aussi donc l'importance des mises à jour. Alors pourquoi c'est important ?
Donc en fait, ça joue en fait un rôle dans la protection parce qu'en fait, ça permet de corriger les failles de sécuriser et d'optimiser les performances du système. Donc les logiciels non mis à jour vont être plus facilement attaquables ou peuvent plus facilement être exploitables par les hackers. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est justement parfois parce qu'il y a une attaque qu'ils se sont améliorés. Donc tout ce qui est logiciel non mis à jour, les hackers en général savent bien maintenant comment aller dessus, quelles sont les failles de sécurité, ce genre de choses. Donc ça permet donc aussi d'améliorer les performances et optimiser donc vos logiciels. Donc plus un système d'exploitation est à jour, plus un appareil est à jour, moins il est vulnérable. Donc voilà. C'est vrai que j'avais cette petite phrase-là, il faut considérer les mises à jour comme un petit pansement sur une plaie. Donc quand il y a une faille qui existe, la mise à jour, c'est un peu comme un pansement, ça va permettre de réparer et d'éviter considérablement en fait les risques d'infection et donc d'attaque. Alors donc qu'est-ce qu'il faut mettre à jour? Donc vraiment le système d'exploitation en tant que tel, que ce soit Windows, si vous êtes sur Mac, macOS, donc Linux, Android, iOS. Donc que ce soit donc vraiment sur l'ordinateur, sur le smartphone en tant que tel, dès qu'il y a une mise à jour, c'est pas pour rien, c'est pas uniquement pour des nouvelles fonctionnalités. Il y a aussi derrière des failles qui doivent être mises à jour. Alors tout ce qui est logiciel donc de bureautique, que ce soit la suite Office ou ce genre de choses, le navigateur internet, parfois s'il y a un particulier, les outils de communication, les applications. Alors Pilote et Firmware, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout ce qui est pilote d'imprimante, carte graphique, micro-logiciel. Donc l'imprimante parfois va vous demander une mise à jour pour son logiciel si elle est en Wi-Fi. C'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Il faut pas simplement ignorer quand il y a une mise à jour. Il faut vraiment les faire. Alors, donc maintenant, on passe maintenant à la collecte des données. Donc l'idée, c'est d'avoir au niveau des données clients une collecte minimale des données pour garantir vraiment une protection. Donc si vous limitez vraiment la collecte des données à celles qui sont strictement nécessaires à la relation commerciale, vous évitez de stocker des données superflues qui pourraient constituer une violation de la vie privée et en plus, en cas de fuite des données, augmenter considérablement votre responsabilité. Donc l'idée, c'est de ne collecter que les informations qui sont nécessaires à la relation commerciale. Le reste qui est dû à la vie privée, on ne collecte pas. Donc que les clients réservent une table ou une chambre, on n'a pas besoin de données supplémentaires. À moins que la personne fête son anniversaire, vous n'avez pas besoin du tout de demander la date de naissance ni son âge. C'est vraiment une donnée superflue à partir de ce moment-là. Et alors aussi, à partir du moment où vous n'avez plus besoin des données, que les clients ne vont pas revenir, qu'il n'y a pas d'enquête de satisfaction ou qui n'ont pas souhaité recevoir des informations, on arrête les données. Donc au-delà d'être une sécurité en cas de fuite, c'est aussi une obligation légale avec le règlement, donc le RGPD. Et donc vraiment sur ces deux volets-là, on évite les données qui sont pas du tout nécessaires. Alors ensuite, toujours dans cette optique-là, donc on restreint les accès. Donc tout ce qui est donné, on donne ces accès-là à des personnes qui en ont réellement besoin et pas à n'importe qui. Donc on a vu l'exemple tout à l'heure, c'est vrai que tous les employeurs qui se connectaient au même endroit pour collecter des données, il y en a un qui n'était peut-être pas formé en cybersécurité et ça a causé des soucis au niveau des paiements des factures. Alors donc on essaye de verrouiller donc les fichiers, donc les mettre sur des espaces sécurisés ou les verrouiller, ou simplement donc aussi que ce soit sur un ordinateur, il est possible de verrouiller les fichiers, on le verra plus tard. Et aussi, donc c'est vrai que c'est quelque chose de simple, mais on étiquette aussi correctement les fichiers. Comme ça, au niveau des accès, on vérifie d'avoir une bonne conservation, de supprimer à temps ou d'avoir à temps les données. Et on sensibilise donc ses collaborateurs, ses employés ou cybermenaces, surtout ceux qui vont avoir besoin d'accéder à certaines données ou qui devraient éventuellement réagir en cas de problème. Comme ça, évidemment, c'est vrai qu'une mauvaise gestion peut entraîner des problèmes, des pertes, mais c'est vrai qu'aussi quand il faut réagir, il faut qu'on ait quelqu'un qui ait accès aux données et qui sache comment réagir. Et donc de nouveau, c'est vrai que si donc dans le cas de Sam et Hélène, leur personnel avait été formé un petit peu en cybersécurité, peut-être que les problèmes auraient pu être évités. Donc c'est vrai que ça peut paraître anodin et simple comme ça, mais
penser à qui peut avoir accès aux données et au système de réservation, c'est vraiment déjà un bon point d'entrée et un bon point d'attention. Toujours donc dans la gestion des accès, les mots de passe. Donc on protège les bases de données dès qu'on peut ou les systèmes de réservation avec un mot de passe suffisamment sécurisé. Comme ça, de nouveau, pareil, en cas de problème, de piratage, il y a un deuxième accès qui est bloqué. De nouveau, si on peut, on remet une authentification double facteur, surtout dans les bases de données clients et dans les gestions des réservations. L'ordinateur aussi doit avoir un mot de passe qui ne doit pas spécialement être connu de tout le monde. On ne laisse pas non plus le mot de passe écrit sur l'ordinateur. Et on essaye de verrouiller automatiquement l'ordinateur. On ne sait jamais que vous partez un tout petit peu et que vous laissez ouvert, on essaye que du coup l'ordinateur automatiquement se ferme assez rapidement pour éviter donc que quelqu'un qui passe derrière, enfin que ce soit n'importe qui, puisse accéder. Voilà. Alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est la confidentialité et l'anonymisation des données. Donc on peut rendre illisibles les données pour les personnes qui ne sont pas autorisées avec du chiffrement, ou les anonymiser. Donc si vous avez un fichier client, certaines choses peuvent être anonymisées, tandis qu'au niveau du chiffrement, donc là c'est plutôt compliqué. Donc soit, enfin pas compliqué en tant que tel, mais c'est autre chose. Donc soit vous pouvez le faire directement, donc si vous avez un ordinateur donc qui fonctionne avec Windows, donc simplement vous allez sur le fichier, dans les paramètres, en fait vous pouvez demander à sécuriser les données, c'est assez simple, et en fait vous allez avoir à côté du fichier un petit cadenas qui vous indiquera que le fichier est bien protégé, ou simplement si vous avez un PC sous Windows avec un administrateur donc professionnel, vous avez normalement donc le système BitLocker qui peut être activé, qui ne l'est pas automatiquement. Alors sur Apple par contre on a Firewall qui lui normalement est d'office présent et qui permet tout de suite de chiffrer les données dès que vous le souhaitez. Ou il y a un système gratuit donc qui s'appelle le VeraCrypt, qui est un logiciel que vous pouvez télécharger et qui vous permettra de chiffrer certaines données que vous souhaitez, que ce soit une base de données ou autre chose. Et donc ça permet vraiment donc à rendre vraiment illisibles les données à des personnes qui y auraient accès et qui ne sauraient du coup pas les déchiffrer parce qu'elles n'auraient pas la clé. Donc même en cas d'attaque ou de fuite, ils auraient les données mais pas la clé pour les déchiffrer. Donc c'est vraiment, encore une fois, on ajoute une couche de protection supplémentaire. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, donc si vous avez un site internet, vous savez en fait sécuriser le serveur de votre site. Alors ça, c'est pas quelque chose à faire vous-même, hein, évidemment, c'est quelque chose à demander. Donc pourquoi ? Donc comme le site internet, c'est une vitrine, vous interagissez vraiment avec les clients. Si justement ils peuvent directement payer, réserver directement avec le site internet, c'est vraiment intéressant que celui-ci soit protégé. Donc il faut vraiment demander au niveau de la personne qui fournit ou qui héberge le site internet qu'il soit sécurisé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez demander, que vous pouvez vous assurer. Donc il y a notamment des pare-feux, des anti-malware, des protections contre des attaques, de déni de service, et que eux vous fournissent vraiment les garanties à ce niveau-là. Comme ça, si une personne sur le site internet est amenée à donner des informations sur elle, sur son paiement, sur sa réservation, vous pouvez donc à ce moment-là vous assurer, parce que vous avez un bon site internet, que tout est protégé. Et donc à ce moment-là, vous pouvez aussi vérifier avec votre hébergement que tout soit OK, que ce soit donc les mises à jour, les extensions, les vulnérabilités. Et aussi, si une personne, de nouveau, doit avoir accès au site internet, de nouveau, restreindre les accès et avoir un mot de passe pour y accéder. Alors normalement, c'est d'office local, la personne qui vous fournit le site internet vous donnera un mot de passe ou vous l'accordera, mais c'est bien que ce soit une seule personne ou uniquement des personnes de confiance qui aient accès à la gestion du site internet pour éviter les problèmes, en tout cas des personnes qui sont formées un petit peu aux problèmes. Alors même chose donc au niveau des gestions des paiements en ligne. Donc c'est un peu comme le site internet, donc c'est vraiment d'avoir choisi donc des partenaires fiables, que ce soit le système de réservation avec lequel vous travaillez ou le système de paiement en ligne. Alors évidemment, normalement, ils doivent tous être conformes, mais c'est bien de s'assurer que tout soit correct, qu'en cas de problème, vous n'êtes pas responsable, que ce soit eux qui gèrent, mais que eux vous garantissent des garanties suffisantes. Mais par contre, quand ils demandent de faire les mises à jour, qu'elles soient faites à temps. Donc si c'est à vous de les faire, que vous les fassiez, qu'elles soient régulières. Donc de nouveau, pourquoi mise à jour ? Pour éviter les problèmes. Donc que ce soit au niveau du paiement et de la réservation,
et de nouveau donc restreindre les accès aux personnes uniquement autorisées pour la réservation, les paiements en ligne. Donc il y a une seule personne derrière ou des personnes uniquement qualifiées et qui savent ce qu'elles doivent faire et ne pas faire au niveau de la gestion. Alors ensuite, donc ce qu'il faut surtout faire dans ces cas, comme dernière chose et comme dernière couche, c'est bien séparer donc son usage privé et professionnel. Donc ne pas utiliser les mêmes accès que ce soit pour le privé et le professionnel, donc avoir des différents mots de passe, différentes adresses mail, ne pas laisser donc des enfants ou des proches utiliser son ordinateur professionnel ou sur lequel il y a des données sur l'entreprise, des données sur le client ou ce genre de choses. Donc avoir vraiment tout qui est séparé, que ce soit le téléphone, le PC, créer des comptes, des mots de passe distincts, que ce soit au niveau des mails ou des mots de passe, pour vraiment éviter qu'une personne qui prenne votre PC, fasse quelque chose qu'il ne faut pas, ou se connecte sur un site qu'il ne faut pas, ou aille sur un mauvais Wi-Fi. Vraiment, imaginez toutes les choses possibles qui pourraient arriver dans ce cas-là. Voilà. Donc on va maintenant juste passer en revue donc la fameuse checklist dont je parlais, donc checklist à avoir en tête au niveau donc cybersécurité. Alors donc vous allez vraiment passer en revue donc tout ce qu'on a vu, donc le fait d'avoir un mot de passe suffisamment sécurisé, suffisamment long, un mot de passe différent. Donc aussi l'idéal d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui garantit vraiment des mots de passe partout différents, qui vous les génère à votre place et qui vous les donne au besoin. Activer en plus l'authentification à double facteur dès que c'est possible et dès qu'on sait le faire, pour vraiment maximiser la protection. Ensuite, vraiment avoir un antivirus et un pare-feu. Faire en sorte de faire des scans réguliers avec l'antivirus ou faire les mises à jour aussi, ou faire en sorte donc d'avoir des mises à jour automatiques. Au niveau donc du Wi-Fi, utiliser un Wi-Fi sécurisé. Proposer 2 types de Wi-Fi dans l'établissement. Au niveau donc des sauvegardes, donc faire des sauvegardes régulières, s'assurer qu'elles soient optimales. Faire des sauvegardes que ce soit dans le cloud ou physiquement, donc avec un disque dur. Donc faire les mises à jour de tous les jeux logiciels, donc pour s'assurer que toutes les défaillances de système ou toutes les failles pour les cyberattaques soient colmatées. Gérer les accès, donc que tout le monde ne puisse pas accéder aux ordinateurs des administrateurs ou avec une gestion d'administrateur ou les données clients, ce genre de choses. Anonymiser les données ou chiffrer les données si possible, pour vraiment avoir une dernière couche. Le site internet, s'assurer qu'il soit sécurisé. Alors donc les paiements en ligne, même chose, s'assurer qu'il soit sécurisé avec son prestataire. Donc quand on fait le contrat, bien voir à ce niveau-là. Séparer donc son usage privé et professionnel. Et alors donc prendre le temps d'analyser une demande. Donc quand on reçoit un mail ou une notification, on n'ouvre pas tout de suite. On vérifie la pièce jointe, l'URL, et si on n'est pas sûr, on supprime et on n'ouvre pas. Voilà. Alors donc moi j'en ai terminé maintenant pour la présentation donc brièvement donc, au niveau cybersécurité, de la gestion et la protection de vos données. Et vous avez, comme Émilie l'affiche, les différentes possibilités pour nous contacter, donc soit par téléphone, soit via l'adresse info@orekawaleni.be. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et agréable soirée. N'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires, toujours gratuits, mais avec inscription obligatoire pour recevoir les infos. Mais bonne soirée à tous et toutes, et sans doute à bientôt. Bonne soirée.